monsieur, merci d'être venu. Voilà, comme l'a dit Jean-Marie, l'idée c'est un peu d'expliquer un peu l'évolution future du marché mauricien, mais aussi on a aperçu aussi sur le marché africain. C'est un marché aussi qui peut représenter pas mal d'intérêt aussi pour l'île Maurice, et voir un peu les perspectives pour les années à venir pour ça. Alors, la présentation est en anglais, mais je vais la faire en français et les chiffres ils sont en anglais. Si vous avez une difficulté, on peut basculer sur l'anglais, il n'y a pas de souci. Ce qui est, je pense, intéressant de voir, malheureusement, beaucoup de gens oublient, c'est que l'aviation, aujourd'hui, au niveau mondial, elle représente autour de 63 millions de jobs partout dans le monde. Ça transporte 50 millions de tonnes au niveau du fret, parce que les avions ne transportent pas uniquement des passagers, ça transporte aussi beaucoup de cargo. Et 3,6 milliards de passagers. Ça représente autour de 2,7 milliards au niveau du GDP. On les verra un peu plus détaillés au niveau de l'île Maurice, mais ces chiffres sont comparables au niveau pourcentage, ce que ça génère en fait la compagnie Plus ici à l'île Maurice. Ce graphe il représente en fait l'évolution économique des différents continents. On voit que l'Afrique est représentée ici en rouge. Au niveau évolution, au niveau pourcentage, il reste quand même très très bien placé au niveau mondial. Ils viennent juste après l'Asie-Pacifique au niveau pourcentage. Évidemment, le volume économique de l'Afrique aujourd'hui, il est encore très très faible, mais la progression de ce volume, on le voit, il est très très important. Aujourd'hui, c'est autour de, on projette pour les prochaines 20 années, 3,6% d'augmentation par an du GDP, de l'économie africaine. Voilà. Au niveau export aussi, on prévoit que pour les prochaines années, il y aura autour de 4,5% d'augmentation au niveau de l'export africain. Tous ces chiffres, ils vous seront communiqués de façon précise, comme ça vous n'avez pas besoin peut-être de les noter un par un, vous seront communiqués. Voilà. Alors, un aspect important dans l'aviation, c'est qu'en général, l'aviation elle est générée par des gens qui habitent les villes. Et ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, 40% de la population elle habite dans les villes. Lorsqu'on compare ça par rapport à la Chine, c'est 55%. En Amérique du Nord et en Europe, on est plutôt entre 70 et 80% des gens qui habitent les villes. Et c'est ça qui est un peu le générateur de trafic. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'il y a la classe moyenne, c'est eux qui voyagent le plus. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu en Afrique, on a autour de 9 villes qui dépassent les 4 millions de population. Dans les 20 prochaines années, on s'attend à ce que ce nombre il passe à 19. Et en général, c'est là où il y a le plus de trafic entre les villes. Et là, on voit ce développement qui est en train de venir d'une façon assez importante, un peu en Afrique. Alors, comment ça se distribue un peu ce trafic? Lorsqu'on regarde un peu l'évolution du trafic sur les dernières années, on voit bien un développement très très important au niveau régional. C'est là où beaucoup de gens en Afrique ils croient, et je pense que c'est la réalité, qu'une grande partie du développement de l'Afrique, il se passe au niveau des développements entre les échanges qu'il y a entre les pays africains eux-mêmes. Et là, on le voit d'une façon très remarquable, le développement qu'il y a eu un peu entre les pays africains. Après, il y a la partie aussi intercontinentale, entre l'Afrique et les continents autour, où on voit aussi une augmentation du trafic qui est très très importante. Alors, ce qui est dommage, en revanche, ce qu'on voit ici, c'est la partie domestique. Et alors, bon, évidemment, sur l'île Maurice, ça ne s'implique pas beaucoup parce que la taille du pays, elle est telle qu'il y a juste des voiles avec Rodrigue, mais qui se développent aussi bien, on le verra tout à l'heure. Mais
le fait qu'il y a très peu encore de compagnies aériennes africaines qui sont très solides, ce marché domestique n'est pas développé. Les compagnies étrangères ils vont développer le trafic sur les capitales, mais ce n'est pas ces compagnies-là qui vont développer le trafic domestique à l'intérieur du pays. Et on sait tous que le développement économique d'un pays, il passe surtout aussi par l'ouverture de ce pays au niveau intérieur. La personne qui va aller acheter une ferme pour développer l'agriculture, elle a besoin de pouvoir atteindre l'extérieur de la capitale pour pouvoir exporter des produits qu'il fabrique. Et malheureusement, ça on voit que ça stagne encore pas mal en Afrique. Et c'est uniquement les compagnies africaines qui pourront développer un peu la partie domestique. Ce graphe, il est peut-être un peu spécial, je vais essayer un peu de vous l'expliquer. Si on voit en fait les nombres de voyages par personne. Et dans cet axe, c'est le GDP par personne. Alors, ce qu'on essaie de mesurer ici, c'est en fonction des moyens de gens, combien ces personnes ils voyagent en moyenne par an. Alors, on voit bien que l'Afrique, elle est encore assez basse à ce niveau-là, par rapport à les pays développés comme l'Amérique du Nord et l'Europe, avec des revenus et des moyens qui sont plus élevés, ils peuvent voyager encore plus. Alors, ce qui est surprenant, c'est que l'île Maurice, avec moins de moyens que les Européens, les Américains, les personnes, ils voyagent quand même beaucoup. Les gens à l'île Maurice, ils voyagent pratiquement autant que les Européens et les Américains. Ce qui n'est pas le cas, en fait, des pays africains qui restent à 0,07 voyages par an. Là, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est sur cette position de l'accord, vous voyez bien qu'une légère augmentation du pouvoir d'achat, ça va donner lieu à une grande augmentation au niveau de la capacité de la personne à voyager. Et c'est là, en général, les emerging markets, qu'on appelle, ils sont situés un peu ici, et il suffit d'un peu plus de revenus pour que les gens voyagent un peu plus. Alors, comment ça sera dans les prochaines années? On voit que l'île Maurice, ça va continuer à se développer au niveau de voyage par le temps. L'Afrique, elle va passer de 0,07 comme on a vu à 0,14. Ça reste assez faible, mais ça fait le double. Ça fait le double de voyage. Évidemment, l'Europe et l'Amérique du Nord, elles sont à un tel niveau que quelqu'un qui voyage 2 fois par an, parce qu'il a plus d'argent, il ne va pas voyager 4 fois par an. Il n'a pas le temps de le faire. Il travaille. Voilà. Alors, ce qu'on peut résumer là-dessus, c'est que l'économie, elle augmente d'une façon assez importante en Afrique. La population aussi, elle augmente d'une façon importante, très importante. Et l'urbanisation de l'Afrique est en train de, comme on a dit, on passe de 9 villes au-delà de 4 millions d'habitants à 19 villes. Et de plus en plus, on voit une augmentation du nombre de tourisme. Évidemment, la situation géopolitique qu'il y a eu un peu au niveau du bassin méditerranéen en général, il bénéficie quelque part un peu de l'Afrique de ce développement touristique. Alors, il reste encore beaucoup de potentiel. Si les compagnies low cost et la libéralisation du ciel africain devient une réalité, il y a un potentiel de développement encore beaucoup plus important que ce qui est aujourd'hui. Lorsqu'on regarde un peu à l'intérieur de l'Afrique, au niveau des projections d'augmentation du trafic, on pense que ça va augmenter autour de 5,8%, pas loin de 6%. Sur l'Europe, ça va rester un peu dans la moyenne mondiale, parce que c'est des marchés qui sont relativement matures, autour de 4,4%. On voit un grand développement qui se fera avec l'Asie, qu'on le voit déjà ici à l'île Maurice, avec les ouvertures de lignes sur la Chine, avec beaucoup de touristes de Chine. Côté Inde aussi, on pense qu'il y a aussi encore pas mal de développement de trafic. Côté Proche-Orient, évidemment, ça va continuer à se développer. Et tout ça, évidemment, ça va amener encore plus de passagers. Alors,
l'évolution un peu du GDP à l'île Maurice, il y a eu un peu des hauts et des bas, mais on voit bien qu'il est resté quand même au-dessus en général du 2%. Il y a eu deux pics un peu en 2002 et 2005, mais ça stabilise autour de 3 et on pense que ça va être autour de 3,3-3,4% par an sur les prochaines 20 années. Bon, lorsqu'on regarde quand même au niveau des évolutions, même avec ces chiffres-là, on voit qu'entre 2005 et 2015, le trafic de tourisme il a augmenté de 54%, ce qui est quand même assez important. Alors, d'où c'est venu? Évidemment, il reste un peu l'Europe qui est le plus gros marché de tourisme sur l'île Maurice, qui a augmenté de 50%. L'Amérique et le Proche-Orient, ils ont énormément augmenté le pourcentage, ce qui avait pratiquement rien avant. Aujourd'hui, ce chiffre est multiplié par 10 peut-être, mais ça reste encore, c'est pas les chiffres les plus importants comparé à l'Europe. Ça s'est pas mal développé au niveau trafic africain aussi. Je pense que on revoit un peu les 50%, ainsi que l'Afrique du Sud. Le trafic sur l'Inde, il a pratiquement doublé. Et aussi la partie du reste de l'Asie, il a doublé. Ça, c'est plus de 52%. Et c'est là peut-être où il y aura encore beaucoup plus de potentiel d'augmentation. Au niveau de l'île Maurice, le domestique, on pense qu'il va grossir de 5,4% en moyenne sur les 20 prochaines années. Et la Chine va représenter l'augmentation du trafic plus de 7% au niveau de l'échange et du tourisme. L'océan Indien, c'est 6,3%. Au niveau de l'Europe, ça continuera à augmenter, mais sur des proportions qui sont relativement, ce qu'on voit un peu dans les marchés matures, autour de 4%. On va passer aux présentations des produits Airbus. Airbus, on continue un peu l'évolution de nos avions. On investit énormément, plus de 2,5 milliards de dollars qui sont investis pour le développement de nos avions, en recherche et développement sur nos avions. Au niveau commande, on est au-dessus aujourd'hui de 17 000 avions. Je reconnais que lorsque j'ai commencé ma carrière à Airbus, il y a bientôt 30 ans, des années passées, on produisait peut-être autour de 30 avions par an et on était bien content de produire 30 avions. Alors ça fait toujours plaisir de voir un peu les chiffres de 17 000. On a livré plus de 10 000 avions. Et on a ce qu'on appelle un peu le backlog, c'est les avions qui restent à livrer. On est pratiquement à 7 000 avions. C'est des avions qui ont été vendus et qui restent livrés. Alors lorsqu'on voit que Airbus en livre autour de 700 avions par an, vous voyez qu'on a un carnet de commandes qui est pratiquement plein sur les 10 prochaines années. Bon, malgré ça, on arrive toujours à trouver des possibilités pour la même chose, puisqu'ils ont besoin d'avions, de leur trouver des avions. Il ne faut pas qu'ils attendent 11 ans pour avoir la La gamme d'Airbus, on a l'avantage d'avoir démarré d'une page blanche au niveau de la technologie dans les années 80. Et cette technologie qui a démarré avec la 320, elle était appliquée sur le 330, sur le 340, sur le 350, sur le 380. Cette technologie, ce qu'on appelle en fait le fly-by-wire, il n'y a plus de pilotage d'avion par câble, par poli. Tout ça se passe assisté par ordinateur. Et comme vous voyez, je vous vois, on a tous des tablettes informatiques. Parce que vous voyez le potentiel qu'il y a eu au niveau développement de l'utilisation du téléphone par rapport au, je ne sais pas, quand vous êtes jeune, je pense que vous n'avez pas vécu la période de téléphone, vous allez tourner avec une manivelle avant d'avoir la ligne. Et l'avantage, c'est que vous voyez bien que entre l'iPhone 5 ou l'iPhone 7, vous n'avez même pas besoin d'apprendre quelque chose. Il suffit juste de le prendre
de suivre la logique qu'il y a dessus pour pouvoir le faire. Et bien, piloter les avions, c'est pas loin. Alors, il ne faut pas trop le dire parce que les pilotes, quand même, ils sont bien payés. Et ils n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'est pas loin. On peut piloter un A320 de la même façon qu'on peut piloter un A380 qui va transporter pratiquement 10 fois plus, 5 fois plus de passagers. Et ça, c'est grâce à cette technologie. Ce n'est pas tout à fait le cas pour Boeing. Avec le 737, c'est toujours un avion des années 60, avec les poulies, avec les câbles. Ils l'ont amélioré avec le nouveau moteur, mais les technologies sont différentes. Le 747, il est différent du 777, qui lui, il est différent du 787. Il n'y a pas cette homogénéité qu'on a au niveau des avions Airbus. Je vais parler un peu de la famille A320. La famille A320, c'est notre monocouloir, ce qu'on appelle. C'est des avions qui varient entre 120 sièges jusqu'à 230 sièges, en tout écho pour la 321. On en a vendu plus de 13 000 avions et on a livré pratiquement 7 500 avions. On est pratiquement à un avion par jour qu'on livre un peu de ces types d'avions. Et on a un carnet de commandes qui dépasse les 7 500 avions. Alors, avec ce succès de la 320, on était amené à développer cet avion encore plus. Et c'est là où on a introduit le 320 Neo avec une amélioration de la performance de l'avion, de la structure de l'avion avec une aile qui est plus performante, avec le shortlets. On a installé aussi des nouveaux moteurs de nouvelle génération qui consomment beaucoup moins que les moteurs d'avant, Pratt & Whitney et CFM. Et aujourd'hui, on a autour de 90 clients qui ont commandé le Neo et on est en train de produire cet avion au maximum. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a déjà une dispatchability qui est au-delà de 99% sur les autour de 90 avions qui ont été déjà livrés de Neo. Comme vous voyez, on a des clients un peu partout dans le monde pour cet avion qui était un vrai succès. Parce que dans l'espace de 2 ou 3 ans, on avait vendu déjà autour de 5 000 des Neo. Alors, ce qu'on a amené aussi au niveau amélioration, au niveau de la cabine, vous voyez que dans la famille Neo R320 Airbus, qui sont en fait le 319, le 320 et le 321, le 319 c'est autour de 120 sièges, le 320 autour de 150, le 321 autour de 180, mais il peut monter jusqu'à 230. On a la possibilité, grâce à ce fuselage qui est plus grand que tous les autres avions qui existent sur le marché, de pouvoir installer des sièges business first, qui sont équivalents des sièges qui sont installés sur la 330 ou la 350 ou la 380. Là, le passager business, il va avoir le même type de confort qu'il peut avoir dans un A380. Ce qui nous amène avec les améliorations sur le moteur, sur les consommations fuel, on a gagné au niveau de rayon d'action. Et ce type d'avion aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin avec un confort de passager qui est très bien. Alors, ce n'est pas uniquement en classe affaires, même en classe éco. Aujourd'hui, les passagers en classe éco dans cet avion, ils ont des sièges de 18 inches each, qui est la même largeur de siège qu'il y a sur les gros porteurs. C'est important d'avoir un peu quelque chose d'homogène sur l'offre qu'il y a un peu de différentes compagnies. Et c'est uniquement la famille Airbus qui peut offrir le même type de siège, que ce soit en classe affaires ou business ou first, ainsi qu'en classe. Mais en même temps, ils ont la vidéo on demand, ils ont la capacité d'avoir la Wi-Fi. Aujourd'hui, on a eu notre premier client Neo en Afrique, c'est Air Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire, ils vont recevoir leur premier A320, ça sera un CO au mois de juillet, et les Neo, ils arriveront plus tard. Mais déjà dans la A320, ils vont avoir une configuration plus comparable, avec les sièges business équivalents de ce qu'on a vu, les sièges éco, avec la Wi-Fi dans l'avion, avec évidemment la vidéo on demand, tout ça.
Alors, où c'est on peut aller avec cet avion? Avec l'amélioration de cet avion, il peut aller plus loin. Comme on voit ici, on peut ouvrir l'Inde, mais on peut arriver jusqu'à Singapour, Kuala Lumpur, avec ce type d'avion. Et ça, c'est important. Évidemment, en Afrique, on couvre pratiquement une grande partie de l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Et ça, c'est important pour pouvoir ouvrir de nouvelles lignes, au niveau extension de la compagnie. Ça permet de pouvoir ouvrir des nouvelles lignes sans avoir à le faire avec des gros porteurs qui représentent quand même un risque parce qu'il faut remplir les avions. Si on ne peut pas les remplir, un avion il est là pour générer des revenus. Et ça représente des nouvelles opportunités qu'on voit en fait pour la région ici. Alors, évidemment, toute cette technologie, ça donne lieu à une consommation de fuel qui est moins. Ça fait moins 19% lorsqu'on compare par exemple un 319 par rapport à un 319 Neo. Et cela représente uniquement au niveau du fuel 1 300 000 $ de moins par an uniquement en fuel. Alors il y a après l'avantage au niveau du coût de maintenance qu'il faudra y rajouter. Et c'est pour cette raison qu'on a au-delà de 5000 avions qui ont été vendus un peu au niveau de ces types d'appareils. Et il y a en plus de ça le moyen d'action supplémentaire qui est offert. Au niveau de la présence de la famille A320, évidemment avec nos amis mauriciens qui nous sont toujours fidèles, on a deux A319 qui volent ici à l'île Maurice, mais aujourd'hui on voit aussi cet avion pratiquement partout en Afrique. Et ça, on a fait un travail de fond avec l'équipe, sachant que pas toutes les compagnies africaines peuvent, où ils ont les moyens de s'offrir de nouveaux avions. On travaille avec eux pour les aider de passer sur la nouvelle génération, mais avec des avions de location, des avions de seconde main, qui restent quand même des avions qui sont beaucoup plus performants comparés aux vieux avions qui volaient avant, avec les vieux 737, avec les 727. Il y a même les 707 qui continuent encore à voler en Afrique. Et c'est pour cela, sur les 7 dernières années, on a pu augmenter le nombre d'opérateurs de 27 nouveaux opérateurs sur l'Afrique, famille A320 et A330. Et là, aujourd'hui, nos avions, ils volent un peu partout en Afrique. Et on espère, pas toutes ces compagnies qui vont pouvoir rester en vie, il y en a qui vont réussir, il y en a qui vont disparaître, mais il y en aura d'autres qui vont venir. Mais on espère évidemment que ceux qui vont réussir, qui vont pouvoir se développer encore plus et acheter des nouveaux avions. C'est pas impossible. Alors, on le voit avec des compagnies comme Ethiopian, comme Air Côte d'Ivoire, comme Rwandair. Il y a des compagnies anciennes comme Ethiopian, ça fait 70 ans qu'ils sont là sur le marché. Aujourd'hui, ils réussissent très bien. Il y a de nouveaux entrants comme Rwandair et Air Côte d'Ivoire qui marchent aussi bien. Et maintenant, on passe à des avions neufs et ça permet un peu le développement de l'Afrique. Alors, sur la partie wide body, les 330-350, j'avais décidé de vous présenter les deux avions ensemble pour la simple raison que c'est pratiquement la même famille chez nous. La 330 Neo et le 350, ça introduit pratiquement la même technologie. Et l'un il complète l'autre, et on le voit un peu au niveau des décisions de Mauritius. Les deux avions peuvent être très très intéressants au niveau d'utilisation sur le network de compagnie aérienne. Aujourd'hui, on a plus de 2500 commandes pour ce type d'appareil. C'est énorme pour un wide body d'arriver un peu à ces chiffres. C'est, je pense, le chiffre le plus gros au niveau vente de wide body. On dépasse là-dessus. Et on a déjà autour de pas loin de 1400 avions qui sont en service, avec un peu plus de 1000 avions qui restent à produire. Voilà, on a 127 millions partout dans le monde. Partout dans le monde, on a 25% de plus de clients que ce qu'ils ont Boeing avec le 787 et le 777 qui représentent un peu leur wide body family. Alors, les deux avions, ils partagent énormément de choses au niveau cockpit, au niveau technologie,
ainsi qu'au niveau aussi cabine pour les passagers. C'est la même expérience cabine qu'il y a entre le 330 et le 350 au niveau business, ainsi qu'au niveau de l'éco, au niveau de l'entertainment, au niveau de différentes facilités, la Wi-Fi, les choix des couleurs, l'éclairage, le confort. C'est pratiquement les mêmes types d'avions. Évidemment, le 350, il y a plus de capacité, le fuselage il est plus large, il peut être utilisé sur des routes qui sont plus importantes au niveau des passagers, alors que la 330 Neo, il peut être utilisé sur des routes où il y a encore besoin de développer la fréquence. Comme l'avion est plus petit, ça permet de monter plus facilement un peu au niveau des fréquences. Alors, comme vous voyez, on est déjà très présent même sur ce type de gros porteurs en Afrique. On a plus de 80 avions qui sont opérés en Afrique avec 14 opérateurs. Il en reste encore des A330 à livrer. On en a quelques-unes encore en Afrique du Sud. On a des A350 aussi à livrer encore en Éthiopie. Et évidemment, on a le premier A350 qui va arriver ici bientôt à l'île Maurice. Et on est certain que ça va permettre à la compagnie de se positionner au niveau des meilleurs des compagnies aériennes. Et c'est important parce que la compagnie aéronautique, c'est elle qui projette l'image du pays. Et ça commence par la première minute où le passager il entre dans l'avion. Il voit l'île Maurice. Et ça permet aussi à la compagnie de pouvoir se positionner au niveau service et confort, au niveau des plus grandes compagnies aériennes qui desservent l'île Maurice, mais aussi qui opèrent un peu dans le monde. On a déjà livré autour de 70 à 350 dans le monde. Pour le 330 Neo, l'avion n'a pas encore commencé à voler. Voilà, on pense que cet été, il y aura le premier vol du A330 Neo. C'est vraiment notre dernier mai. Et le premier vol, il aura lieu cet été. Et la première livraison, ça sera l'année prochaine, dans les premières moitiés de l'année. Et je pense que juste, ils sont bien positionnés pour pouvoir, ils seront les premiers en Afrique à opérer cet avion. Et ça sera, je pense, au mois de octobre l'année prochaine. Septembre, même un peu plus tôt. Voilà. Bon, un petit mot sur le 380. On ne peut pas faire un product line sans parler de la 380. Vous le voyez venir ici avec Emirates. C'est 2 fois par jour, je pense, qui vient ici. On a plus de 300 commandes sur le 380. On a livré 200. Il reste un peu plus de 200 à livrer. Évidemment, ce n'est pas un avion qui peut être opéré par toutes les compagnies aériennes. Il faut avoir ce qu'on appelle un hub qui permet l'opération de cet avion. Mais pour ceux qui ont volé avec cet avion, ils voient que c'est un avion qui est supérieur à tous les autres au niveau confort, au niveau espace qu'il peut y avoir. Et c'est pour cela que sur les hubs qui peuvent permettre un peu cette opération, c'est un avion qui est très très apprécié. On voit que même en Afrique, il y a l'île Maurice, mais il y a Johannesburg, il y a aussi Abidjan et Casablanca qui sont un peu des aéroports où la 380 il est en Afrique. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette commonalité, le fait qu'on a pu démarrer une nouvelle technologie avec nos avions, et c'est vraiment la technologie moderne, avec la façon de piloter les avions avec les side sticks, c'est des commandes qui sont pilotées par ordinateur pour les pilotes, mais ainsi pour les techniciens, c'est la même technologie qui est un peu sur tous les avions. Et ça, c'est essentiel pour donner de la flexibilité au niveau des opérations des compagnies aériennes. Je prends un exemple simple. Une compagnie, si je prends le cas par exemple de Air, ils ont la possibilité d'utiliser un A330 pour aller en Inde. Si un autre jour il y a plus de trafic, ils peuvent positionner un A340, mais ils n'ont pas besoin
de changer les pilotes. Les pilotes qui sont restés là-bas pendant un jour, 2 jours de repos, ils peuvent revenir avec un 340. Et ça, c'est énorme. S'il n'y a pas ça, il aurait fallu envoyer des pilotes différents pour pouvoir récupérer la 340. Ça rajoute des coûts, ça rajoute des complexités au niveau des pièces de rechange, au niveau des formations des pilotes. Et c'est ça qui est offert par la famille H320. Du moment où on est qualifié sur un avion, la qualification sur l'autre avion, elle se passe de façon très très simplifiée. Et après, ces pilotes, ils ont la possibilité de voler sur tout les types d'appareils. On est leader au niveau du single aisle, la famille A320, au niveau du wide body, au niveau de la 330, 350, et au niveau de la 380, aujourd'hui, on est les seuls. Boeing, ils ont essayé de démarrer avec une amélioration de 747, mais ils l'ont abandonné parce qu'ils n'arrivent pas à suivre au niveau de la 380. Alors, nos relations avec l'île Maurice, ça date de très longtemps. Je pense que Air Mauritius était le premier à opérer nos A340 dans la région. C'était en 1994, le premier avion A340 qui est arrivé. C'était une grande fierté, je me rappelle très bien de ce moment-là. Je ne travaillais pas encore sur l'île Maurice, j'étais sur le Proche-Orient. Et c'était très important de voir le 340 arriver à l'île Maurice. C'était le premier aussi à opérer cet avion de Southern Hemisphere. Ils ont été suivis après par South African Airlines qui opère pas loin de 20 avions, genre. Ils ont une vingtaine d'avions. Et aujourd'hui, on a 10 avions Airbus, 8 wide body et 2 A319 qui sont en réparation ici à l'île Maurice. Et on continue cette aventure qui marche bien entre les deux compagnies aériennes avec l'arrivée de la 350 et la 330-900. Et vous pouvez imaginer que pour la compagnie, la transition vers cette nouvelle technologie, elle sera aussi très facilitée grâce à cette commonalité au niveau de la technologie qu'il y a entre nos différents l'avantage d'opérer la 330 et Neo et le 350 pour Mauritius, ça va leur permettre en fait d'offrir sur tout leur secteur à l'international le même confort et l'un des meilleurs conforts qui existent aujourd'hui. Je laisse la compagnie communiquer un peu sur la nouvelle cabine qu'ils vont installer sur ces avions. Mais ce que je peux vous confirmer déjà, que ça sera, à mon avis, la plus belle cabine qui vole sur l'île Maurice aujourd'hui, avec comparaison par rapport à toutes les autres compagnies aériennes, inclus Emirates, mais aussi au niveau mondial. Ils ont choisi une très belle cabine qui va donner un énorme confort, nouveau confort pour les passagers, une nouvelle expérience. C'est vraiment un avion, les deux vont faire un peu ce qu'on appelle un peu le game changer pour la compagnie, mais en même temps, ça va représenter aussi des économies au niveau des opérations, au niveau de ces avions. Une commonalité qui peut être par le coût d'opération, mais aussi par la flexibilité au niveau des pilotes et des techniciens, mais aussi, c'est très important, au niveau émissions, que ce soit le 330 Neo ou le 350, ils amènent 25% minimum de moins que les avions de la compétition au niveau ce qu'on appelle les CO2, les émissions, tout ça. C'est important pour une île qui se projette dans le tourisme, qui est importante au niveau tourisme, au niveau revenu touristique, d'avoir les avions qu'il faut, qui soutiendront un peu tous ces efforts qu'ils font un peu au niveau du tourisme. Bon, en conclusion, on croit dans le marché africain. Ce n'est pas un marché simple. On connaît tous un peu les difficultés géopolitiques en Afrique, mais il y a un énorme potentiel. Et on voit de plus en plus des compagnies qui réussissent. Il faut continuer ce travail. C'est un travail qu'on a commencé avec l'équipe depuis un peu moins de 10 ans. Et grâce à ça, on a vu 27 nouveaux opérateurs en Afrique.
des gens qui volaient des 737-200, des vieux Boeing, des vieux McDonnell Douglas, et pour eux, ils pensaient qu'aller vers l'Airbus, c'était quelque chose d'impossible, parce que ça coûte cher, parce que c'est compliqué. Ils voyaient la nouvelle technologie comme ça. Et on les a beaucoup accompagnés là-dessus, on leur facilitait un peu cette transition, ils se sont rendus compte après que finalement, non, c'est plus simple d'opérer des avions de nouvelle technologie que des avions d'ancienne technologie. Et en plus, ça va leur donner une meilleure productivité, une meilleure fiabilité, une meilleure image de marque pour la compagnie. C'est comme ça qu'on a réussi à augmenter le nombre d'opérateurs et passer à 27 nouveaux opérateurs. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas un pays en Afrique qui a une compagnie aérienne qui ne vole pas sur Airbus. Et évidemment, le 350 et le 330 Neo, l'arrivée de ces avions à l'île Maurice, nous sommes ravis d'avoir pu participer à cette nouvelle page dans l'histoire de la compagnie de Mauritius, parce que je pense que dans les 3 prochaines années, une grande partie de la flotte de Mauritius, elle va être complètement modifiée pour avoir des avions qui sont très récents, le moyen d'âge va tomber très très bas. Et l'expérience des passagers et des touristes qui viendront à l'île Maurice, ce sera une expérience qui sera inoubliable du moment où ils franchissent la porte de Air Mauritius, peu importe où ils prennent l'avion dans le monde. Voilà. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Ces deux A350 pour cette année-ci, la livraison, est-ce que les deux avions seront livrés cette année-ci? Si oui, durant quelle période, quel mois? Je confirme que oui, et les deux avions ils seront livrés dans le dernier trimestre de cette année. Maintenant, au niveau du 330 Neo, est-ce que c'est une nouvelle commande ou dès le départ dans la commande de 6 avions de Airbus, il était prévu en fait qu'on acquiert ces 330 Neo? Mathias, de côté. Et donc, initialement, il y avait une commande de 6 à 350. Initialement, on avait une commande de 6 à 350 200. Les deux premiers pour cette année, en octobre et novembre, en location. Donc, et après, il y avait 4 en achat direct d'Airbus. Les 4 étaient initialement prévus pour 2019, 2 en 2019 et 2 en 2020.
Et en même temps, on avait une décision à prendre en ce qu'il s'agit des 2 A340 300 qu'on a en location. Et location termine l'année prochaine en 2018. Donc il ne faut pas oublier que les A340 300 sont des quadrimoteurs qui consomment pas mal. Et il y a un coût d'entretien aussi qui est assez élevé. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'évaluer en location, encore une fois, si on retourne les A340 300 eux, et on les remplace par les NEO, quel sera l'impact financier sur la compagnie. Donc, lorsqu'on a évalué l'avion, on a vu que ça fait sens pour nous de retirer les vieux A340 300 en location et d'introduire du coup les nouveaux A330 NEO. Donc c'est en 2018 il y aura 2 A330 NEO. Et du coup, on a essayé de reporter l'arrivée des 2 derniers A350-900. Au lieu de le faire entrer en 2020, ils arrivent en 2023. Par rapport à l'impact financier, quel pourcentage est par rapport à 340 et 330? Et bon, je ne peux pas vous donner les termes de la location confidentielle. D'accord? Et un avion neuf, en principe, normalement, il a une location plus élevée qu'un avion qui a 12 ans, par exemple, de l'ancienne génération. Mais seulement, il ne faut pas oublier qu'en termes de consommation, il y a un gain en termes de consommation de l'appareil. Et sur un coût siège, par exemple, on arrive à trouver quand même 18 à 20% de moins en termes de consommation entre la 340 et le milieu. En même temps, en termes de coût d'entretien, un quadrimoteur coûte plus cher à entretenir pour la maintenance par rapport à la 330 Donc lorsqu'on fait le calcul, c'est l'impact financier qu'on essaie de mesurer. D'accord, il ne faut pas oublier en plus que ce sont des locations. Donc en termes de location aussi, c'est un peu plus cher que la 340-300 qui était vieillissante. D'accord, mais il y a des gains en termes opérationnels. Juste pour continuer sur cette question-là, sur quelle ligne vous allez mettre ces 2 nouveaux avions qui rentrent en 2017? Vous avez déjà préparé votre... Oui. Alors, en 2017, normalement, ce sont les A350-900 qui rentrent, et ce sont des avions qui ont quand même un rayon d'action assez important. Donc, ces avions-là, normalement, partiront sur l'Europe. D'accord? Initialement sur Londres. Le premier mois, l'avion est prévu pour partir sur Londres. Et après, à partir de décembre, les 2 avions partiront sur Paris, Charles de Gaulle. Et donc, ça c'est pour le début. Et pendant la journée, lorsque l'avion est avec nous, il y aura des vols aussi sur Johannesburg. Il ne faut pas oublier que c'est un avion qui est configuré en biclasse, avec 326 sièges, donc à peu près 10% de sièges en plus par rapport à la 340-300. Et un apport de frais avec 50% de plus par rapport à la 340-300. 350, c'est un transporteur micro? Non, la 350-900, c'est un très bon courrier en fait. Donc cet avion a la capacité de faire des vols de plus de 12 heures. Donc comme nous, on est très retirés, si vous voulez, par rapport au marché européen, il nous faut quand même des avions qui ont des rayons d'action d'au moins 12 heures de vol. Donc pour pouvoir atteindre Paris, Londres et bientôt Amsterdam, Pékin, Shanghai, ce sont des routes très longs courriers. Il nous faut quand même des avions qui arrivent à faire cette mission avec une charge marchande optimale. Donc la 350-900 fait cette mission pour nous. Et c'est un bon remplaçant aussi pour la 340-300. Alors, la 330-900, le NEO, en fait, c'est un avion moyen courrier avec une charge optimale, d'accord, sur 10 heures de vol. Et ces avions-là, normalement, vont aller jusqu'à Hong Kong et Shanghai, et après toute la desserte asiatique. Jacques Orny pour Déco Restreint.
dans le même ordre d'idée, en fait, est-ce qu'on peut espérer, vu que ce sont des moyens courriers, avoir de nouvelles destinations? Je pense notamment à l'Afrique de l'Ouest, dont on parle beaucoup depuis Maurice. Non, l'Afrique de l'Ouest n'est pas prévue avec ces avions-là. Ces avions-là, comme je vous expliqué, il y a une mission quand même de 12 heures, 10 heures de vol. Donc ce sont des avions qui vont nous permettre, par exemple, d'atteindre l'Europe, et aussi l'Asie, et la Chine en particulier. Et pour les courts courriers sur l'Afrique, ce seront surtout des monocouloirs qu'on va utiliser. Donc on a déjà les deux, les A319 aujourd'hui, qui a quand même une rayon d'action assez importante, je dirais comme monocouloir, qui atteint Cape Town. Et en termes d'ouverture sur l'Afrique éventuellement, ce sont des avions qui ont le nombre de sièges et aussi le rayon d'action qui nous permettent de faire des ouvertures sur l'Afrique. Une question, quelle est votre stratégie pour les prochaines années sur l'Afrique, le continent africain? Malgré qu'on sait qu'il y a des compagnies qui sont stables, d'autres qui ne sont pas, donc se faire acheter, donc qui font du partenariat stratégique. Quelle est votre stratégie au niveau d'Airbus? L'Afrique aujourd'hui, ça représente pas loin de... On n'est pas loin de 1 milliard d'habitants. Au niveau GDP, malheureusement, ça représente pas plus de 3,5% du GDP mondial. Mais en même temps, il y a une population qui grossit bien plus vite que tout le reste du monde. La classe moyenne, qui en général représente la majorité des passagers, aujourd'hui en Afrique, elle est relativement faible. Les projections montrent que dans les 20 prochaines années, la classe moyenne sur le continent africain, elle sera équivalente, classe moyenne avec le même pouvoir d'achat local, elle sera équivalente à la classe moyenne aux États-Unis. Alors, tout porte à croire que dans 20 ans, le besoin de trafic aérien en Afrique il sera équivalent à ce qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis et qui dépasse les 1000 avions. Il n'y a pas de raison qu'en Afrique, ça ne sera pas ça. Alors, il y a des difficultés aujourd'hui qui bloquent ça. La première difficulté qu'on a pu constater, c'est l'expertise. Pour ce domaine, l'aviation, ça demande une grande expertise. On ne peut pas se permettre, un avion, s'il y a un problème, c'est pas un bus. On ne l'arrête pas au bord de la route et on le répare. S'il y a un problème, il y a un vrai problème. Et c'est surveillé par l'aviation civile. Il faut que l'aviation civile soit à niveau, que la compagnie soit à niveau. Et aussi, ces gens-là, ils sont en compétition avec la totalité du monde. Une compagnie africaine, elle est en compétition avec Emirates, elle est en compétition avec Delta, elle est en compétition avec Air France, avec Singapore Airlines. Et il faut qu'ils soient au même niveau, sinon ils ne pourront pas tenir. Et c'est là où on a un grand travail en fait d'accompagnement au niveau de compagnies aériennes pour les aider à se former. D'ailleurs, dans 3 semaines, on fera notre transport séminaire régulier ici à l'île Maurice. On invite un peu les compagnies africaines, les représentants de toutes les compagnies africaines. On les fait en général pratiquement une fois par an ici à l'île Maurice. Pour, pareil, on amène un peu des experts en aviation pour leur expliquer les dernières techniques qui sont utilisées au niveau des ventes, au niveau de commercialisation, au niveau de contrôle de coûts, au niveau de financement des avions, pour les aider un peu à se mettre un peu à ce niveau mondial. Ça, c'est au niveau des compagnies aériennes, mais on travaille aussi au niveau des pays, parce qu'on croit que le développement de beaucoup de pays en Afrique, il passe aussi par le développement des compagnies aériennes. S'il n'y a pas d'accès sur le pays, qui c'est qui va venir? S'il faut passer 3 jours avant d'arriver dans un pays où il faut remonter à Paris pour redescendre dans le pays, personne ne vient. Ça sera trop compliqué. Alors on travaille avec les gouvernements pour les aider à comprendre mieux
l'aspect développement économique lié au développement du transporteur aérien, mais comment le faire aussi. Parce que, comme je viens de le dire, c'est une industrie qui est très spéciale. On ne peut pas se permettre de développer comme on développe une compagnie de luxe ou bien faire. Il faut que ce soit bien fait, une structure de capital, une structure de shareholders. Et on travaille beaucoup avec le gouvernement africain. Maintenant, on a même étendu ça, un travail avec le FMI, avec la Banque mondiale, parce que beaucoup de gouvernements africains, aussi sous le contrôle du FMI et de la Banque mondiale, qui laissent des investissements de milliards à des milliards pour développer l'infrastructure, mais ne regardent pas assez encore le domaine aérien. Voilà. Et on pense que petit à petit, ça va commencer à grandir, et il n'y a pas de raison qu'en Afrique, on a vu un peu le cas, par exemple, en Amérique latine, jusqu'à les fins des années 90, il y avait une stagnation. L'Amérique latine ne représentait rien par rapport à l'Amérique du Nord. Les grosses compagnies qui contrôlaient l'Amérique latine, c'était les compagnies américaines. Aujourd'hui, les compagnies latino-américaines, elles sont aussi puissantes, si ce n'est pas plus puissantes, que les compagnies nord-américaines. Il n'y a pas de raison que ça arrive pas en Afrique. Ça mettra du temps. Il y a l'expérience. On travaille là-dessus. Bon, on a de la chance, c'est qu'avec 7000 avions vendus et on produit 700 millions par an, on peut se permettre de travailler sur le long terme avec l'Afrique, et on est assez patient pour les aider un peu à se développer, pour arriver à se... C'est le dernier marché à développer. Est-ce que l'aéroport Sosséoussagor-Angoulane est adapté à les avions qui vont venir? Question un peu technique. Je pense que l'aéroport d'Angoulane à l'île Maurice, il est adapté pour accueillir, d'ailleurs on le voit, il accueille le 380, s'il accueille la 380, il accueillera tous les autres types d'avions. Je ne pense pas qu'il y a une limite là-dessus, en tout cas pour les prochaines années. Et c'était important, je pense, de développer un peu l'aéroport par rapport à l'ancienne plateforme qu'il y avait. Ça va permettre aussi à développer le tourisme. Alors, comment définir la relation entre Airbus et Emirates? Est-ce que c'est une relation privilégiée? C'est difficile de parler de sentiments. Moi, je la vois comme une vraie relation de partenariat. Évidemment, on a toujours un grand plaisir à venir avec Maurice. On voit l'intérêt de la compagnie pour le pays. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faudrait le voir. Ce qu'on a remarqué dans beaucoup de pays africains, s'il n'y a pas de compagnie aérienne, personne ne vient. Malgré, on l'a vu un peu à Seychelles, parce que la compagnie de Seychelles a fait faillite. Le gouvernement a pensé que Air France continuera à venir en Seychelles. Non. Le passager qui va arriver à Dubaï ou à Abu Dhabi ou bien sur une plateforme dans le monde, il a le choix. Une fois qu'il est là, il peut aller au Mali, il peut aller en Indonésie, il peut aller aux Seychelles, il peut aller à l'île Maurice. Il va falloir qu'il fasse un stock ou deux avant d'arriver au pays, mais il y aura aussi plus simple, aussi moins cher. Des belles plages, il y en a un peu partout dans le monde, et des beaux hôtels, il y en a un peu partout dans le monde. Ce partenariat, on voyait le potentiel qu'il y avait à l'île Maurice. Et je pense, en tout cas, avec Airbus, c'était pas uniquement une relation basée sur uniquement vendre les avions. C'est un travail. On essaye par tous les moyens d'aider là où on peut le développement de la compagnie. Et j'espère, bon, pour le moment ça va, ça marche bien. C'est pas de bois ici. Mais on a confiance dans l'équipe et je pense qu'ils font un travail qui est excellent vu la difficulté qu'il y a dans la région et la difficulté de gérer une compagnie aérienne dans un pays comme Maurice.
faut pas oublier, il y a beaucoup de potentiel à l'île Maurice, mais le pays n'est pas positionné géographiquement d'une façon simple. On parle par exemple de l'Éthiopie, en Afrique, qui est plus bien se développer, mais l'Éthiopie, elle est très bien placée au niveau trafic Afrique, Asie. Emirates, c'est aussi pareil, c'est très bien placé entre l'Afrique, l'Asie, entre l'Europe, l'Australie, l'Europe, l'Asie. La position de Maurice, ce n'est pas une position simple, d'être un peu tout en bas. Mais malgré ça, je suis toujours impressionné un peu dans les solutions qui sont trouvées par l'équipe de Mauritius pour maintenir des résultats positifs et un très bon service et une bonne continuité, parce qu'il faut ça pour que le pays reste attirant pour les investisseurs. Il faut la compagnie aérienne. Quelqu'un qui va venir investir 100 millions dans un hôtel, s'il pense qu'un jour il n'y a plus de compagnie aérienne, il ne viendra pas. J'ai été la dernière fois à Nosy-Be, il y a une famille italienne qui a un hôtel là-bas, il pleurait presque. Parce qu'il n'y a plus personne qui vient. Et s'il n'y a personne qui vient, il n'y a plus de passagers. Et s'ils comptent sur les Emirates ou tout ça, non. Les compagnies comme Emirates ou les autres, ils sont là pour faire de l'argent. Ils ne sont pas là pour développer. Alors ça représente évidemment un challenge pour les gens de la compagnie aérienne, mais je reconnais qu'ils arrivent quand même à bien s'en sortir malgré toutes les difficultés. C'est bon? You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?